Donc bonjour à tous, il est 11 heures. On commence notre web séminaire sur bâtir son plan de formation. J'espère que vous êtes tous très bien installés, que le son fonctionne et que la vidéo fonctionne également. On a fait les tests, logiquement ça devrait aller. Donc bienvenue à tous. On va vous proposer en fait une heure avec Marie-Christine Petit que vous voyez apparaître sur votre écran également, qui est une consultante spécialisée en ressources humaines. On va passer une heure ensemble sur une thématique qui est bâtir son plan de formation. Ce web séminaire est le 6e de l'année, si mes calculs sont bons. Donc vous avez vu que cette année, on a mis en place un certain nombre d'actions de formation et de professionnalisation qui sont complémentaires les uns des autres. Ce format de web séminaire, en fait, nous paraît essentiel pour traiter de certaines thématiques de manière pointue, tout en ouvrant le plus largement possible notre horizon sur toutes ces petites thèmes où nous ne sommes pas forcément experts. Je vous laisserai donc après, justement, parlant d'expertise entre les mains de Marie-Christine Petit, qui fera un contenu très précis sur son plan de formation. Et on la remercie d'autant plus qu'elle est en vacances cette semaine et qu'elle prend une heure avec nous pour passer ce web séminaire ensemble. Donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les web séminaires, tout d'abord, bienvenue pour ce baptême. Nous allons donc traiter tous les deux avec Marie-Christine de cette thématique là pendant une heure. Vous nous voyez, vous nous entendez, logiquement, et vous pouvez réagir à travers le chat de conversation qui est en bas à droite. Vous pourrez formuler toutes les questions que vous souhaitez, si des fois on ne répond pas à toutes les questions que vous avez. Moi, je vais ouvrir un document à côté pour en fait reformuler toutes les questions que vous aurez. Et à l'issue de nos présentations avec Marie-Christine et moi-même, on aura un quart d'heure en fait pour répondre à toutes ces questions-là, si tant est qu'on est bien sûr. Donc, cette session est enregistrée. Vous aurez à plaisir de la reconsulter, la revisionner dans le futur autant que vous voulez. On va mettre cette présentation également en ligne, plus quelques outils que Marie-Christine a prévus également à travers ce web séminaire pour vous permettre ensuite de bâtir votre plan de formation. Alors, quelques petites slides pour vous montrer, pour vous expliquer comment va se présenter ce web séminaire. Dans un premier temps, je rappellerai en fait pourquoi, dans quel contexte on a mis en place ce web séminaire spécifique sur le plan de formation, dans notre défi des ressources humaines que vous connaissez. Et ensuite, Marie-Christine travaillera davantage le côté opérationnel du plan de formation. Donc, vous le savez, on a mis en place ce catalogue de formation pour environ 300 structures sur la branche de tourisme dans la grande région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes, qui n'a aujourd'hui encore pas de nom, très précisément, donc on l'appelle toujours comme ça. Dans ces plus de 300 structures sur la branche tourisme, ça représente un réseau de 1600 salariés. Et on a mis en place plusieurs défis pour répondre à toutes les problématiques que vous allez devoir traiter dans les années à venir, notamment le défi du management et des ressources humaines. Et c'est vraiment à l'intérieur de ce défi-là que vous rentrez. Et notre cible aujourd'hui, ce sont les directeurs, les gestionnaires de sites internet, d'office de tourisme, les responsables RH, qui du coup, j'ai vu qu'ils sont quelques-uns à s'être inscrits à ce web séminaire. Donc c'est vraiment notre cible privilégiée pour pouvoir travailler avec eux sur cette thématique. Alors, un petit point rapide quand même sur nos partenaires, sans qui tout ce programme-là serait plus que bancal, ce serait impossible à monter. Donc, on les remercie tous d'être vraiment présents et de nous faire confiance et de nous accorder en fait toute légitimité à travailler sur notre programme de formation comme on le souhaite et vraiment à votre service. Alors, un petit point sur cette année charnière aussi en 2016. Vous avez vu qu'on a commencé à faire un travail dès que la fusion des régions avait été annoncée. Donc aujourd'hui, on est en phase de transition en fait, où on fait avec les moyens que nous avons. Et donc on a tenté dès le 1er janvier de 2016 de vous proposer un programme de formation commun où on travaille avec plus d'une vingtaine d'organismes de formation, où nos financeurs sont main dans la main avec nous
pour monter ce programme-là. Il est à votre service et au service de toute la branche tourisme. Et aujourd'hui, toutes les ressources humaines de la MOPA Aquitaine, de CRT Limousin et de la Frottis Poitou-Charentes sont au service de ce programme de formation. Vous connaissez certainement déjà cette slide, mais c'est juste un petit rappel pour vous dire que tout le programme de formation est lisible sur le site de la plateforme du CRT Limousin à travers le bit.ly.programme 2016, que toutes les formations, toutes les actions, tous les web-séminaires se retrouvent après en ressources sur le site de la MOPA, aquitaine-mopa.fr. Vous verrez également que tout ce qu'on voit aujourd'hui sera visible sur ce site-là. Et vous savez que vous pouvez nous contacter, toute l'équipe en charge de la professionnalisation, à travers un mail unique et un numéro de téléphone unique. Je vous le laisse, je ne vais pas le répéter. Donc ce web séminaire s'inscrit dans le défi management et ressources humaines, qui compte en fait 4 web séminaires, en plus des formations, des rencontres au réseau et du club de super manager pour la mise en place, vous avez certainement vu. Bâtir son plan de formation, c'est le 3e de l'année. Donc, on a déjà eu un sur la réforme de la formation professionnelle et un sur l'entretien professionnel avant la réforme, avant la date du 7 mars. Donc, ces deux-là ont été à destination du même public, plutôt manager et gestionnaire de ressources humaines, pour vous aider dans cette année charnière, en fait, là, de 2015-2016, avec la réforme de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on est dans le timing là, pour, vous allez voir, on fera un petit point sur le calendrier, dans le timing pour dès 2017, construire votre prochain programme de formation. Donc, on va essayer aujourd'hui de vous montrer toutes les étapes clés pour y arriver. On a un 4e web séminaire sur cette thématique-là, qui est, je crois, je me suis noté pour pas l'oublier, je sais plus où c'est, au mois de septembre, sur les conditions de travail, la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux au travail. Où on va travailler avec Fabien Rimbaud, mon collègue de l'Aquitaine, avec l'ARACT, pour travailler vraiment ce point-là très particulièrement. Alors aujourd'hui, et après je laisse la main à Marie-Christine, l'objectif de ce web séminaire, il est double. Il est de comprendre toutes les étapes clés pour construire un plan de formation. On ira de la communication au recensement des besoins, en passant par le pilotage d'un plan de formation. Donc après, vous soyez, ça c'est le deuxième objectif, en capacité de bâtir un plan de formation pour 2017-2018. Sachant que nous, les relais territoriaux, on est là également à vos côtés à travers cet objectif. Alors pourquoi on a fait très rapidement une toute petite slide d'introduction du travail de Marie-Christine. Pourquoi on a voulu ce web séminaire-là? Parce qu'en fait, on sait qu'il n'y a pas de diplôme très spécifique pour être directeur d'office de tourisme. Que le plus petit dénominateur commun, en fait, à vos missions de directeur, de manager, de responsable, de DRH, c'est de s'adapter aujourd'hui. Je vous renvoie, en fait, au web séminaire qu'a animé Jean-Luc Boulin sur le club Superman, qui expliquait, en fait, que dans vos missions, il y a une palette de compétences, une palette de métiers qui sont très importantes. Il faut, en fait, s'adapter au mode de consommation des touristes qui évolue. Il faut s'adapter, en fait, au numérique. Il faut s'adapter à ce paradoxe entre services publics et entreprises privées qui vous demandent de générer d'autres financements. Il faut faire face à cette palette de compétences immense et de métiers qui sont complètement divers et variés dans vos offices de tourisme. Il faut aussi s'adapter en ce moment, et c'est d'actualité, il y avait une journée hier sur la loi NOTRe qui en fait bouleverse énormément au lien avec les collectivités, sur le fait qu'il y a de moins en moins d'argent public en fait pour vous aider là-dessus, et sans parler qu'on ne sait pas comment demain tout ce monde-là va s'organiser. Donc nous on imagine, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, que le plan de formation est un véritable outil pour planifier cette démarche dans le temps. Et je vais donc laisser la parole à Marie-Christine pour qu'elle évoque avec vous et avec nous en fait toute cette problématique-là. Je prends des notes, moi, à côté, pour répondre à toutes les questions que vous posez, et on
on tâchera de garder 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour répondre. Christine, je te laisse la main. Très bien. Merci beaucoup Florent. Donc, bonjour à tous. Donc ravi d'être parmi vous pour animer cette formation donc en live. Je me présente rapidement. Marie-Christine Petit, je dirige un cabinet conseil en ressources humaines qui se trouve en Picardie. Donc mon boulot c'est d'être en entreprise. Alors je dis en entreprise, hein, ça veut dire que ça va couvrir tout type de structure, des associations, des entreprises type industriel, le service, et puis d'autres types d'activités, donc petites, moyennes, grandes entreprises. Beaucoup les petites entreprises, petite taille, moins de 50, spécificité je pense de vos structures. Donc voilà, j'accompagne des structures sur pas mal de développement RH, beaucoup sur la partie construction du plan de formation. Par ailleurs, je fais également de la formation professionnelle continue pour les salariés. Et puis j'enseigne aussi en université et en école d'ingénieurs. Voilà. Donc aujourd'hui, en effet, on va passer voilà une bonne demi-heure ensemble, voire un petit peu plus, on verra bien, pour parler de la construction du plan de formation, avec un contexte juridique qui a évolué, comme vous le savez, en mars 2014 avec la fameuse réforme de la formation professionnelle, qui peut être une réforme qui peut être révolutionnaire ou pas dans certaines structures. Tout dépend comment on appréhendait déjà cette démarche formation, cette démarche compétence dans les entreprises. Toujours est-il que le législateur a souhaité mettre en place cette réforme pour ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels, le maintien dans l'emploi et surtout pour anticiper les risques de rupture professionnelle. Ça veut dire que le législateur demande désormais, et plus que jamais, j'ai envie de dire, aux entreprises, aux structures telles que les vôtres, donc d'anticiper les évolutions des métiers, d'anticiper en effet les risques de rupture, c'est-à-dire aujourd'hui mon collaborateur est qualifié sur un poste bien précis, il se peut très bien que dans un an et demi, voire 2 ans, en fonction de l'évolution des attentes, l'évolution du territoire, tout simplement, que ce collaborateur finalement devienne par nature une basse qualification. Donc en effet, il faut savoir, nous, travailler sur cette démarche qui consiste à anticiper, à être prévoyant sur les risques de déqualification, les risques de perte de compétences, tout simplement. Ça veut dire qu'il va falloir que vous travaillez de plus en plus sur de la performance individuelle, mais aussi sur de la performance collective. Et quand on parle de performance, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de la performance financière, la performance marketing, commerciale, ou tout simplement liée à la gestion de votre structure, mais c'est aussi sur la performance humaine. Alors le mot humain, c'est vrai que c'est assez complexe, l'humain est complexe par nature, donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, comment je peux accompagner mes collaborateurs pour répondre au mieux à des besoins à la fois internes de la structure, mais aussi à des besoins externes, c'est-à-dire que de plus en plus, vos entités sont impactées par l'environnement extérieur, parce que le monde bouge de plus en plus vite. Voilà, il y a l'introduction de nouvelles technologies, il y a aussi des besoins de consommation qui évoluent tous les jours, qui évoluent naturellement, mais qui évoluent aussi par nature, par le fait d'actualité. On va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais voilà, il suffit d'écouter un petit peu ce qui se passe en ce moment dans le monde et autour de nous. On sait très bien que ça a un impact important sur les modes de consommation. Donc cet environnement extérieur, cet environnement qui vous touche de près ou de loin, est lié donc aux mutations économiques, aux mutations sociales, des attentes du territoire qui, pour le coup, vont également changer, ce qui signifie que les métiers en tant que tels vont également changer. Donc le plan de formation, aujourd'hui, il est fait, il doit être construit de manière à anticiper
ces mutations et cet environnement extérieur. Ça veut dire qu'il y aura un impact important au sein de votre structure avec des stratégies et des projets qui vont également être impactés. Alors, quand on parle de stratégie, c'est vrai que le mot est peut-être un petit peu fort, c'est un terme qu'on utilise peut-être dans des structures de plus grande taille, mais il n'empêche que qu'on soit une petite ou une entreprise ou une structure un peu plus importante, il faut savoir vers quoi on doit aller demain, vers quoi on veut aller demain et de quelle manière on va y aller. Donc de quelle manière, c'est-à-dire avec quels moyens et de quelle manière je vais accompagner mes collaborateurs pour atteindre les objectifs que nous nous sommes définis, hein, pour travailler aussi sur l'organisation interne, vos offres qui vont être amenées à changer, c'est-à-dire travailler aussi sur des nouveaux produits, être innovant, et puis bien se caler par rapport aux attentes du territoire et aux attentes des consommateurs. Donc pour le coup, en interne, et je suis sur le dernier strat du PowerPoint, en interne, que va-t-il se passer? La question qui va se poser pour vous, c'est pour répondre à ces nouvelles attentes, est-ce que j'ai besoin en interne de développer de nouvelles compétences? Si j'ai besoin de développer ces nouvelles compétences, qui les détient peut-être déjà, mais qui est capable aussi de les développer demain? Hein, on sait que voilà, chacun son potentiel, à chacun ses limites aussi. Il n'est pas question non plus d'emmener tout le monde dans la même direction, mais en tout cas, il faut que vous sachiez qui est capable de travailler sur ces nouveaux projets demain. Donc, il faut cibler qui détient les compétences et qui est capable de développer ces nouvelles compétences. Et puis, ce qui va être important également, puisque c'est quand même le fondement de la réforme, c'est ce que le législateur attend de vous, c'est qu'on puisse aussi travailler sur l'évolution professionnelle des collaborateurs. Quand on parle d'évolution professionnelle, c'est clairement quel est le projet du collaborateur. Donc, dans un monde idéal, eh bien, il est judicieux de pouvoir se rejoindre à un moment donné, hein, c'est-à-dire ensemble, travailler ensemble le projet, les orientations que vous avez définies pour votre structure, et puis trouver des points communs entre les souhaits d'évolution de vos collaborateurs. Donc ça, c'est des projets qui doivent être discutés, qui doivent être des projets qui doivent être clairement affichés au sein de vos structures. Alors, on sait très bien que plus on va être transparent de notre communication, et plus vous donnerez envie aussi à vos collaborateurs de se projeter avec vous sur les orientations et les projets à venir. Donc voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra aussi expliquer clairement quels sont vos axes de développement sur les 2, 3, 4, voire 5 ans à venir pour que ces projets de développement puissent être partagés avec vos collaborateurs. Alors on reparlera de la communication, hein, puisque cette communication elle n'est pas uniquement au niveau de vos collaborateurs, mais dans un premier temps, et en tout cas là je m'adresse aux structures qui ont plus de 11 collaborateurs, cette communication, elle doit se faire aussi avec vos partenaires sociaux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va être sur une démarche qui doit être clairement construite et partagée. Construite parce que vous devez avoir un fil conducteur, vous devez avoir un processus clair, partagé dans le sens où vous devez en effet expliquer à vos collaborateurs comment ensemble on va accompagner, développer les projets pour répondre à notre structure, mais pour répondre aussi aux orientations du territoire. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur des orientations. Donc, ces orientations, dans un monde idéal, il faudrait qu'elles soient pluriannuelles. Donc, des orientations, hein, vous verrez, hein, je vous ai mis un exemple donc en ligne. Ces orientations sont présentées obligatoirement donc à vos partenaires sociaux. Donc, on présente le contexte, hein, voilà, vers quoi on veut aller demain. Et dans un deuxième temps, c'est comment on, par le biais de la formation, comment on va accompagner nos collaborateurs pour atteindre ces orientations-là. Donc, ça veut dire que vous devez vous définir, vous devez avoir une ligne politique à moyen et long terme. Alors, le long terme, je vous laisse
le choix de la définition de ce qu'on entend par long terme, hein, mais 3 ans, ça peut être du long terme. Donc il faut vraiment avoir une ligne politique claire, et c'est cette ligne politique que vous allez présenter à vos partenaires sociaux. Alors, pour les entreprises, donc de moins de 20, mais de plus de 11 collaborateurs, ce sera auprès de vos délégués, vos représentants du personnel, pardon. Et donc pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs, eh bien ce sera une communication avec donc vos élus du comité d'entreprise. Donc là, vous avez un extrait d'une note d'orientation où vous voyez, là, on part sur du pluriannuel 2016, 2017, 2018. Donc là, votre prochaine note d'orientation, elle, ce sera, si on est sur du court terme, pour l'année 2017. Si on est sur du pluriannuel, eh bien, en effet, vous pouvez être sur 2017, 2018, 2019. Donc, on reprend toujours un contexte et des objectifs. Hein, donc, ce contexte et ces objectifs peuvent se caler sur des objectifs internes, mais ces objectifs internes se calent aussi sur des objectifs territoriaux, donc notamment avec ce qu'on a vu précédemment, l'environnement extérieur qui vous entoure. Et puis, vous déterminerez clairement des axes prioritaires en matière de formation pour accompagner ces objectifs. Donc la communication des orientations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça doit être clairement partagé avec dans un premier temps vos partenaires sociaux, mais voilà, bien souvent ce que je vois en entreprise ou dans des structures de votre taille, c'est que la communication, elle reste à un certain niveau, elle ne descend plus. Ça veut dire aussi que pour susciter l'adhésion de vos collaborateurs, pour donner envie d'eux, pour partager les projets, il faut bel et bien que vous fassiez redescendre cette communication jusqu'au niveau de la base, jusqu'au terrain. C'est comme ça que vous susciterez l'intérêt des uns et des autres, et on sait très bien que dans une entreprise, je ne vais désirer que uniquement ce que je connais dans mon entreprise. Et si on n'affiche pas clairement les possibilités qui sont offertes aux collaborateurs, eh ben en effet, vous ne donnerez pas envie et vous ne susciterez pas l'adhésion. Et pour le coup, eh bien vous risquez aussi de vous heurter à un manque d'implication et à un manque de motivation de vos collaborateurs. En parallèle de la construction de ces orientations, la communication avec vos partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai communiqué avec mes partenaires sociaux, je pourrai en effet communiquer avec mes collaborateurs. Vous devez, je dirais, à peu près au cours de la même période, dans un monde idéal, on va être sur juin, juillet, août, il faut absolument que vous construisiez votre enveloppe budgétaire. Il ne faut pas être non plus trop ambitieux, parce que derrière, vous avez un autre moyen qui est important, qui est le moyen financier. Alors, déjà, vous cotisez auprès de vos OPCA. Les plus petites structures, les moins de 10, cotisent déjà 0,40% pour leur plan de formation. Les autres, les plus de 10, vous cotisez aujourd'hui pour votre plan de formation 0,20. J'ai envie de dire, vous avez de la chance puisque le législateur a prévu de la mutualisation supplémentaire pour les entreprises de moins de 50, ce qu'on appelle aujourd'hui par mutualisation. Toutes les entreprises cotisent auprès d'un OPCA, donc vous, c'est la GFOS, donc OPCA interprofessionnel, et toutes ces cotisations sont mises dans un tronc commun. C'est ce qu'on appelle la mutualisation. Puis, ce tronc commun est redistribué, petites, moyennes, grandes entreprises, mais avec une priorité pour les entreprises donc de moins de 50. Donc, entreprises de moins de 50. Donc, cette redistribution, je dirais, est organisée et ciblée non pas par votre OPCA, qui aujourd'hui est plutôt j'irai sur le volet de l'exécution, c'est le fonds paritaire de sécurisation de parcours professionnel qui tient cette ligne politique et qui tient les rênes de la redistribution, une fois de plus, par le biais de votre OPCA. Donc, en clair, ça veut dire que c'est votre OPCA qui vous dira
voilà ce que vous allez pouvoir obtenir de plus ou pas. Quand je dis de plus, c'est de plus par rapport à la cotisation de départ, 0,40 ou 0,20. Il n'empêche qu'aujourd'hui, tout ne repose pas non plus sur le chef d'entreprise, sur le directeur de l'office de tourisme. Le collaborateur, il faut aussi faire comprendre au collaborateur qu'il doit être aussi acteur de son développement de compétences. Ça, c'est un petit peu nouveau. C'est nouveau notamment avec un nouvel outil, c'est le fameux compte personnel formation. Les salariés ont la possibilité de se prendre un peu plus, je dirais, en main aujourd'hui, plus que ça ne l'a été aujourd'hui, avec ce fameux compte de personnel formation. Ça veut dire qu'on peut aussi, alors, c'est un nouveau droit qui est propriété du collaborateur, mais on sait très bien que l'entreprise, la structure ne peut pas tout financer. Maintenant, si le collaborateur souhaite réaliser une formation, que cette formation peut rentrer dans les choix d'orientation que vous aurez fait, mais qui n'est pas, vous ne pouvez pas financer entièrement, on peut être sur ce qu'on appelle du co-investissement et pour le coup sur du gagnant-gagnant. Voilà, donc ça veut dire que le collaborateur peut aussi mobiliser son CPF et puis vous pouvez aussi mobiliser une partie de votre plan de formation ou une partie de ce qu'on appelle la professionnalisation. Alors, concrètement, dans le process, comment ça va se passer? Une fois que vous aurez donc bien défini votre ligne politique, vos orientations, que tout cela aura été présenté donc aux différents acteurs de l'entreprise, ça veut dire que là, on va pouvoir recenser les besoins de formation. Alors, le mot recensement, on l'utilise depuis 40 ans. Le recensement des besoins de formation, il faut entendre par là comment on peut trouver un axe judicieux entre les projets de l'entreprise et les souhaits aussi du collaborateur. Jusqu'à maintenant, on était un petit peu sur le catalogue de la formation et la question était assez tournée vers le collaborateur. Quel type de formation veut faire le collaborateur? En effet, c'est important de l'écouter au travers l'entretien de formation, l'entretien professionnel, mais c'est-à-dire que vous avez aussi votre mot à dire sur ce recensement des besoins de formation. Une fois de plus, il faut trouver un intérêt commun de professionnalisation à la fois pour votre structure, mais aussi pour le collaborateur. Donc, les besoins de formation, quand on construit un projet de plan et quand on recense les besoins de formation, on travaille sur deux catégories. La fameuse catégorie 1, on va en parler un petit peu plus sur le slide suivant. La fameuse catégorie 1 et la fameuse catégorie 2. Ces deux catégories-là, il faut qu'on les retrouve dans votre plan de formation, puisque ces deux catégories-là, on doit les présenter à nos partenaires sociaux dans notre process. Donc, en effet, ces besoins doivent répondre à la fois au projet, aux objectifs globaux de votre entité, pour accompagner ces fameux projets, mais aussi pour pallier à des écarts de compétences. C'est-à-dire qu'on a tous des écarts de compétences sur nos métiers respectifs. Le plan de formation, il est aussi également fait pour cela. Il n'est pas uniquement fait pour la formation récompense, la formation plaisir. J'ai envie de dire, ça c'est terminé. D'ailleurs, c'est terminé parce que tout simplement, nous n'avons plus les moyens d'agir comme ça. Donc, on est vraiment sur du développement de compétences, de la montée en compétences, et ça vous donne pour le coup le pouvoir aussi de dire à vos collaborateurs, de dire non, cette formation que tu me demandes, je la refuse pour telle et telle raison. Parce qu'elle ne répond pas, tout simplement, à des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, écart de compétences, et puis, en effet, pour accompagner les objectifs de professionnalisation du collaborateur, c'est-à-dire que vos collaborateurs peuvent aussi avoir des souhaits d'évolution. Donc, souhaits d'évolution sur le poste de travail, tout simplement, prendre en charge de nouvelles responsabilités sur un même poste, ou alors avoir ciblé
un poste évolutif en interne, mais ça peut être aussi en externe. Alors, quand on parle de catégorisation du plan de formation, de manière très schématique, la catégorie 1, c'est « je dois former mon collaborateur ». Donc là, on parle d'adaptation au poste de travail. En clair, c'est « si je ne le forme pas, il n'est pas capable d'occuper son poste ». Ce sont vraiment les formations indispensables à la tenue du poste. Et vous avez également, toujours dans la catégorie 1, le maintien dans l'emploi. Donc, des formations qui peuvent être transférables, donc d'un poste à un autre, mais aussi d'une structure à une autre, qui vont nous permettre également d'anticiper l'évolution donc des métiers. Donc ça, c'est la fameuse catégorie 1. La fameuse catégorie 2, c'est l'employeur peut. Et c'est là où on contribue au développement des compétences. On va aller au-delà des attentes du poste. On peut également cibler dans cette catégorie-là donc des formations qui vont nous préparer à une évolution prochaine du collaborateur. Donc ça, c'est purement code du travail. Donc ça n'a pas changé. Les catégories, elles existent depuis 40 ans. On est juste passé de 3 catégories à 2 catégories en 2009. Après, la question qui se pose pour une action de formation, parfois on se dit, mais alors est-ce que c'est du 1, est-ce que c'est du 2? Il faut juste se demander, si je ne forme pas mon collaborateur à cette formation, est-ce qu'il reste capable, est-ce qu'il peut toujours occuper son poste ou pas? Je vous rappelle que vous n'avez pas le choix de former vos collaborateurs. Je ne dis pas non plus qu'il faut se forcer à former. Il faut juste maintenant, désormais, mieux cibler à quoi je dois former mes collaborateurs. Donc cette obligation de former, elle perdure et elle est d'ailleurs renforcée parce que vous avez eu l'occasion de suivre précédemment une formation sur la réforme de la formation professionnelle. Vous savez que les entreprises de plus de 50 collaborateurs vont être contrôlées donc dans 6 ans sur cette obligation de former. Alors, ne faites pas ouf, vous êtes épargnés pour le moment, mais il se peut que d'ici 2017, toutes les entreprises soient contrôlées. Donc, le changement arrive pour vous également à grands pas d'ici 2017. Donc, ce fameux contrôle va porter sur 2 critères sur 3. Ces 2 critères, ils sont notés donc là sur le slide. Au moins une formation sur 6 ans pour chacun de vos collaborateurs. Au moins une certification ou un diplôme ou une VAE pour chacun de vos collaborateurs. Et une évolution professionnelle et ou salariale, d'ailleurs salariale avec un E qui manque, pour également tous vos collaborateurs. Donc là, vous avez vos 3 critères qui s'affichent. Il faut qu'il y en ait au moins 2 sur 3 pour tous vos collaborateurs. Donc ça, c'est votre obligation à vous en qualité d'employeur. Vous serez contrôlé en 2020 sur ces aspects-là. Il n'empêche que votre collaborateur est également des obligations, il a également des devoirs, il est obligé d'aller en formation. Et c'est vrai que parfois on se heurte au collaborateur qui veut pas aller en formation parce qu'il estime qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il estime qu'il est suffisamment compétent, parce que vous l'envoyez en formation au-delà de 50 km de son lieu d'habitation. Bref, il va trouver tous les motifs qui sont pour lui légitimes, mais pas forcément pour vous, donc de ne pas aller en formation. Sachez que aller en formation, ça peut être comme ne pas aller en formation peut être donc sanctionnable, c'est une faute, ça relève d'une faute professionnelle. Donc le collaborateur, dès lors où il y a un objectif bien clair et bien expliqué à chacun de vos collaborateurs, ils doivent se rendre en formation. Toujours dans le cadre de votre processus, alors une fois que vous avez animé vos entretiens professionnels, que vous avez recensé tous les besoins de formation, donc en lien avec vos propres projets, mais aussi
les écarts de compétences qui auront été ciblés sur les postes de travail de vos collaborateurs, en lien aussi avec les projets d'évolution de vos collaborateurs. Vous allez donc consolider tous ces besoins de formation. Consolider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va tout bêtement faire la saisie de l'ensemble des besoins formulés par vous-même, mais formulés aussi par vos collaborateurs, dans un tableau Excel. On va être en capacité de faire le calcul de combien ça nous coûte. Quand on fait le calcul, c'est-à-dire le coût pédagogique, le maintien de salaire, et puis les frais de déplacement. On consolide donc tout cela, et puis on regarde un petit peu combien ça va nous coûter pour l'année 2017, voire 2018, 2019. Mais restons pour le moment sur l'année 2017. Donc je consolide les demandes, et puis si il y a eu beaucoup de demandes, il y a de grandes chances que vous soyez hors budget, ça veut dire qu'il faudra procéder à un arbitrage. Donc l'arbitrage, soit c'est vous qui le faites directement avec votre collaborateur, soit c'est un manager de la structure, un responsable de la structure qui le fera. Ça veut dire que dans l'arbitrage, il va falloir cibler ce qui va être priorité 1, priorité 2, priorité 3. La priorité 1, c'est il faut absolument qu'on forme le collaborateur. Le 2, la priorité 2, ça serait bien qu'on le forme cette année. La 3, si on ne peut pas former cette année, eh bien c'est pas gênant, on peut prévoir cette formation pour l'année 2018, voire 2019. Donc cette consolidation, elle est dans un petit tableau Excel. Je vous ai mis également un exemple un petit peu plus loin. Donc là, c'est du nominatif. Donc par personne, on cible clairement le nombre de formations et combien ça va nous coûter par personne. Et puis une fois de plus, pour les structures de plus de 11 collaborateurs, il faudra une fois de plus présenter ce fameux projet de plan de formation donc aux partenaires sociaux pour recueillir donc un avis. Alors j'ai pas insisté, je l'ai pas dit tout à l'heure précédemment, mais sur la note d'orientation, il faut également recueillir un avis favorable ou défavorable de vos partenaires sociaux. Là, ça va être la même chose pour le projet de plan. Donc, on est toujours sur un projet de plan. Pourquoi projet? Parce qu'un plan est évolutif. Un plan est impacté par un certain nombre d'aléas, voilà, par des enjeux qui peuvent également bouger en cours d'année. Donc, ça veut dire que votre plan de formation, lui, vit également au gré donc des réorganisations et des nouveaux impacts. Et puis une fois que vous aurez donc présenté votre projet de plan de formation à vos partenaires sociaux, que vous aurez recueilli donc cet avis auprès des IRP, eh bien vous pourrez, avec le support donc de vos conseillers territoriaux, présenter votre projet de plan donc à votre OPCA. L'idée est d'aller chercher du financement complémentaire. C'est-à-dire que les OPCA, plus vous serez dans une logique de relation client-fournisseur, et plus vous pourrez obtenir des fonds complémentaires. Donc ces fonds complémentaires, ce sont les fameux fonds de mutualisation que j'ai évoqués tout à l'heure en introduction. Donc là, évidemment, Florent est à vos côtés pour vous aider à rencontrer vos OPCA et puis à bien cibler, à bien présenter en fait les projets de professionnalisation et donc derrière dire clairement à votre OPCA que vous avez besoin de fonds complémentaires. Donc là, vous avez un extrait de consolidation des besoins, c'est typiquement un tableau Excel que vous allez également avoir en outil complet. Mais donc là, on voit pas grand-chose, mais bon, j'ai dans l'exemple, vous voyez Monsieur Dupont qui apparaît, le nom de son service, qui est son responsable, son âge, sa catégorie socio-professionnelle. Vous voyez également le type de formation. Est-ce que c'est de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 Vous savez, les fameuses je suis obligé de le former, donc je dois ou je peux. Et puis, on voit également si cette formation elle est urgente ou pas urgente, avec la notion de priorité.
Et puis, un petit peu plus loin dans le tableau, on voit les coûts pédagogiques, le maintien de salaire. Et tout cela va donc nous permettre de faire le calcul du budget global de votre plan de formation. Je vous ai donc mis ici également un exemple de projet de plan. Ça ne regarde pas vos partenaires sociaux, qui va faire quoi comme formation. C'est-à-dire que le nominatif, vous n'avez pas à le présenter. Beaucoup d'entreprises le font, beaucoup de structures le font parce que leurs partenaires sociaux font un peu les curieux et essayent de comparer, tiens, est-ce que Monsieur Dupont a eu 3 formations alors que Madame Durand n'en a eu qu'une? Ça ne les regarde pas. Si vous avez décidé d'allouer 3 formations à Monsieur Dupont et une à Monsieur Durand, c'est parce que vous avez ciblé des objectifs bien précis pour l'un et pour l'autre. Donc quand vous présentez votre projet de plan à vos partenaires sociaux, vous êtes sur une présentation qui est tirée de votre tableau de consolidation, c'est-à-dire que vous faites parler un petit peu les indicateurs autrement. Donc là, vous pouvez très bien, quand vous êtes en présentation avec vos représentants du personnel, leur rappeler un petit peu quelles avaient été les orientations à venir, leur présenter un petit peu quel est le budget prévisionnel. Donc budget, je vous rappelle, l'état de vos cotisations, le 0,40 ou le 0,20. Ça peut être aussi le plus que vous avez décidé d'allouer à votre plan de formation. Et puis, leur dire aussi, eh bien, nous mettrons tous les moyens en œuvre pour obtenir des fonds mutualisés de la part de notre OPCA. Donc ça va être la prévision budgétaire. Et puis, vous allez leur parler, leur montrer comment va se répartir cette enveloppe budgétaire. Et là, on parlera plus d'argent, mais on parlera d'un nombre d'heures. Donc c'est ce que vous voyez là tout de suite. Donc derrière, vous parlez de la masse salariale, et vous leur montrez le pourcentage, l'effort de formation qui va être alloué pour la formation professionnelle continue. Cet effort de formation, c'est un calcul sur la masse salariale. Donc là, moi, quand je présente mon projet de plan à mes partenaires sociaux, je leur dis tout simplement, en coût pédagogique, c'est-à-dire achat proprement dit, formation, ça va me coûter tant. En frais de déplacement, ça me coûtera tant. Et en maintien de salaire, ça me coûtera tant. Donc là, je vous ai mis des chiffres qui sont tirés d'une entreprise. On est au-delà de 100 collaborateurs. Donc on est sur des chiffres un petit peu élevés, mais on avait aussi là dans cette structure des projets bien précis sur 3-4 ans. C'est le seul moment, j'ai envie de dire, où vous pouvez parler argent avec vos partenaires sociaux. Le reste ne les regarde pas. Que vous ayez dépensé 5 000 € pour Monsieur Dupont et juste 500 € pour Madame Durand, ça ne les regarde pas. Et ensuite, vous pouvez leur faire une présentation plutôt en nombre d'heures, en leur disant, voilà, donc là on est sur des catégories socio-professionnelles qui ne correspondent pas à vous, à vos métiers, mais je vous renvoie pour le coup à votre convention collective sur la grille de classification, mais là, vous allez leur dire, voilà, sur la catégorie 1, on a prévu tant d'heures, sur la catégorie 2, on a prévu tant d'heures. De la même manière que vous pouvez leur dire, voilà le nombre moyen d'heures qui sera consacré pour telle catégorie professionnelle. Donc, nombre d'heures, temps moyen passé, prévisionnel passé en formation, et puis vous pouvez également mettre votre indicateur en pourcentage. Donc là, si vous travaillez sur la mixité homme-femme, et si vous avez notamment pour les entreprises de plus de 50, je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de structures, mais voilà, si en tout cas, même si on n'a pas un engagement clairement signé via un accord d'entreprise, on peut très bien avoir un projet de travailler sur l'égalité homme-femme et se dire voilà, tant d'heures on consacrera, autant d'heures de formation pour les hommes que pour les femmes. Donc, une fois de plus, c'est une présentation, c'est une proposition. Vous n'êtes pas obligé de présenter ça à vos partenaires sociaux. Mais en tout cas, ce qu'il faut leur présenter, c'est votre budget global et puis
de quelle manière je répartis ce budget en nombre d'heures. Ça veut dire que vous pouvez tout simplement leur dire, bien voilà, sur nos formations métiers, sur les formations langues, je pense que ces formations vont être importantes pour vous, hein, les formations langues, ou sur les développements de l'outil, le web ou l'outil informatique, on consacrera tant d'heures de formation sur ces domaines de formation. Donc ça, c'était vraiment un extrait du projet de plan que vous pouvez présenter à vos partenaires. Et puis, une fois que vous avez donc présenté ce projet de plan à vos partenaires sociaux, j'ai envie de dire là, on est au mois de novembre ou au mois de décembre, vous êtes en mesure de présenter votre projet de plan à votre OPCA, mais vous êtes aussi en mesure de présenter ce projet de plan à la fois à vos différents managers et à vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi leur dire, ben, voilà ce que nous avons validé comme formation ou pas. Parce qu'il faut être logique, hein, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on appelle notre communication ouverte et partagée. Si cette communication est vraiment partagée, ça veut dire qu'il faut savoir dire aussi à nos collaborateurs, à nos salariés, voilà les formations que l'on avait évoquées ensemble au cours de l'entretien professionnel. Pour telle et telle raison, nous n'avons validé que telle ou telle formation. Il faut aller jusqu'au bout de votre démarche. Donc, vous êtes là en mesure de déployer votre plan. Donc, une fois de plus, vous avez le support de vos relais territoriaux pour acheter de la formation, pour peut-être aussi centraliser l'achat de formation entre offices de tourisme. Donc ça, les relais territoriaux peuvent vous aider à ce niveau-là. Vous avez aussi la GFOS qui peut évidemment vous aider, puisque le rôle, ce n'est pas que de collecter de l'argent, c'est aussi d'être là en qualité de conseiller et donc de vous aider à développer votre plan de formation. Voilà, après vous pouvez commencer donc à organiser vos formations, acheter, lancer vos invitations, valider donc les programmes de formation, et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, mais ça c'est pas, une fois de plus, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre en place des tableaux de bord, voilà où j'en suis dans le déploiement de mon plan, le pourcentage de formation que j'ai consacré pour les hommes, le pourcentage de formation que j'ai consacré pour les femmes, sur différents domaines, le marketing, le développement des formations bureautiques, peut-être l'effort de formation consacré aussi sur des postes clés ou sur des postes sous tension. Une fois de plus, les postes sous tension, peut-être les postes qui sont à forte évolution avec ou des postes qui risquent de disparaître. Ça veut dire, qui dit poste qui risque de disparaître, ça veut dire que forcément derrière, j'ai un collaborateur et comment j'ai travaillé sur la montée en compétence de ce collaborateur. Donc là, vous avez un rétro-planning. C'est une proposition. Vous n'êtes pas obligé de vous caler sur ce calendrier-là. En revanche, le constat que moi je fais en entreprise, c'est qu'on est quand même la plupart du temps toujours à peu près sur le même calendrier, c'est-à-dire que juillet, août, septembre, je construis, je rédige ma note d'orientation, je la présente à mes partenaires sociaux. En parallèle, je construis mon enveloppe budgétaire. Et puis, je lance également mes entretiens professionnels au mois de septembre. Je lance donc mes entretiens pro. J'ai clairement défini avec mes différents acteurs, auprès de mes différents acteurs, les projets de la structure et comment ensemble on peut construire et avancer dans ces projets. Je consolide les besoins au mois d'octobre avec mon fameux tableau Excel. Je fais un arbitrage si on est au-delà du budget. Je construis mon projet de plan. Au mois de novembre, je suis en capacité de le présenter à mes partenaires sociaux. J'ai recueilli mon avis favorable ou défavorable. Et donc là, je peux communiquer clairement avec mes différents directeurs, managers, mes collaborateurs, les formations qui ont été validées. Je présente mon projet de plan à mon OPCA pour récupérer des fonds complémentaires. Et puis à partir du mois de janvier, là, vous êtes vraiment prêts pour organiser vos formations, acheter vos formations
envoyer vos collaborateurs donc en formation. Alors, ce que vous voyez dans le bas du tableau sur la colonne juillet-août, c'est une redite. Je pense que c'est juste une petite erreur. C'est exactement la même chose que ce que vous voyez sur la colonne janvier-février. Il n'empêche que tout au long de l'année, alors en fait, il y a 3 moments privilégiés avec vos partenaires sociaux. Le premier, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure ensemble. Je présente mes orientations formation avec un recueil d'avis donc en juin, à peu près en juin. Je présente mon projet de plan en fin d'année, donc le plan à venir. Et évidemment, vous aurez un autre moment privilégié qu'on n'a pas encore évoqué, donc avec vos partenaires sociaux, c'est quand l'année sera écoulée, c'est-à-dire que là, le plan de l'année N-20 doit être présenté prochainement, là, en 2016, à vos partenaires sociaux également. Donc, à mes partenaires sociaux, je vais leur présenter le plan de formation qui aura été donc déployé pour l'année 2015. Donc de janvier à décembre 2015. Donc ça, c'est un troisième moment privilégié avec en termes de dialogue social. Au niveau du calendrier avec vos partenaires sociaux, nous avions un calendrier dicté par le Code du travail. Vous pouvez présenter maintenant. Ces 3 moments privilégiés avec vos partenaires sociaux peuvent avoir lieu quand vous le souhaitez. Sauf qu'il faut que ça soit quand même cohérent. Vous n'allez pas présenter vos notes d'orientation après avoir présenté votre projet de plan. Il faut quand même qu'on soit dans une suite logique et cohérente. Voilà, donc j'ai essayé de faire le tour de manière exhaustive de votre process pour construire votre plan de formation. Je redonne la main à Florent et puis donc ensuite on pourra en effet être sur l'échange questions-réponses. Merci Marie-Christine. C'était très complet. On a cependant 10 minutes pour voir les 4-5 questions qui ont été posées par tout le monde. Je vais continuer en fait à les centraliser à côté. Juste pour vous dire que comme Marie-Christine l'a présenté également, vous savez que au niveau de la région qui est en Poitou-Charentes, vous avez une équipe quand même à votre service sur ce sujet-là, le sujet de la professionnalisation. On est vraiment les interlocuteurs privilégiés pour travailler, nous, avec notre OPCA de branche et de définir les défis de la branche. On négocie avec la GFOS PME. On anime une commission de professionnalisation tous les ans avec les directeurs des 3 échelons CRT, CDT, Office de tourisme. On en a fait une l'an passé au mois de mai. On programme prochaine dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, là, pour pouvoir identifier quels seront les défis que vous aurez à relever en 2017-2018 afin de construire notre prochain programme de formation. Voilà. Qu'on essaye aussi d'être présent sur l'innovation en matière de formation à travers des web séminaires et des rencontres, et qu'on centralise tout notre programme sur notre programme de formation. Je vais centraliser, je vais reprendre les questions. On a une question d'Emmanuel Lavergne. Marie-Christine, toutes les questions sont pour toi. 11 salariés, est-ce que dans ces 11 salariés, on doit inclure les saisonniers? Alors, en fait, quand on parle de 11 salariés, c'est 11 salariés à temps complet. Donc en effet, si on n'a pas 11 salariés à temps complet, on tombe pas sous l'obligation de mettre en place donc des élections professionnelles et donc d'organiser là des élections en vue de mettre en place les délégués du personnel. Donc et il faut en effet que ces 11 salariés soient sur au moins 12 mois, pas 12 années, pardon, mais 12 mois consécutifs. D'accord, est-ce que j'ai répondu à la question? C'est bon? Oui, je pense que oui. Après, n'hésitez pas à répondre encore un petit peu, à utiliser la conversation en bas pour... 11 collaborateurs, c'est vraiment à temps complet, 12 mois consécutifs. Ok.
Si on est moins de 12 salariés, on n'a pas d'obligation de présenter le projet de plan à nos délégués du personnel. Si on n'a pas de DP, non. Moins de 11 salariés, il n'y a pas de DP. Donc, il n'y a pas d'obligation de présenter le projet de plan. Il n'empêche que c'est pas parce qu'on n'a pas d'obligation qu'on ne doit pas construire un plan de formation basé sur des objectifs et des orientations claires. Je veux dire, en interne, il faut avoir une stratégie et une ligne politique construite. C'est un passage obligé, la présentation aux partenaires sociaux, mais je peux être une toute petite structure, 5, 6 collaborateurs, et je peux avoir cette ligne de conduite malgré tout. Ça me semble pertinent d'avoir cette ligne de conduite et de savoir précisément vers quoi on doit aller demain et comment on va y aller avec le plan, avec la montée en compétences et le plan de formation. Je continue parce que toutes les questions, elles arrivent maintenant. En fait, je m'inquiétais de ne pas en voir arriver, mais elles arrivent maintenant. D'accord. Quand un certain nombre d'heures nous est imposé par an et par personne, comment procéder à cet arbitrage par rapport à notre budget? Alors, imposé par qui? Normalement, il n'y a pas de nombre d'heures imposé par quiconque, hormis spécificité de la convention collective. Donc, ce dont moi je vous parle, c'est le code du travail. Le code du travail n'oblige en rien un nombre d'heures de formation par an et par personne. La seule chose, c'est que pour qu'une formation soit reconnue en tant que telle, pour que ça soit vraiment de la formation, il faut que ça soit au moins 3h50, enfin 3h30 en fait. Ça, c'est le code du travail. Sinon, on considère qu'il s'agit de l'information ou de la sensibilisation. Maintenant, ça c'est le code du travail. Je vous renvoie à vos conventions collectives ou accords de branche qui, eux, peuvent en effet stipuler un nombre d'heures socle. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'obligation de temps d'heures de formation par personne et par an. Sur notre convention collective. Pardon? Sur notre convention collective des organismes de tourisme, il y a élection de délégués personnels à partir de 5 salariés. D'accord. Pour info. On a une autre question un peu du même genre de Florence Bouchou. Comment peut-on prévoir des formations à 3 ans et anticiper un budget lié alors qu'on ne connaît pas les formations qui existeront à ce moment-là? On ne connaît pas forcément les formations qui existeront à ce moment-là. En revanche, ce que l'on sait parfaitement, c'est vers quoi nous devons aller. Et pour le coup, si on sait que vos métiers vont bouger, on sait que vous allez devoir introduire tout ce qui est technologie, on va devoir introduire tout ce qui est web. Donc, on ne connaît pas précisément l'intitulé d'une formation. En revanche, on sait quelles compétences on va devoir développer. Donc ça, c'est ça qui est important. Après, dans 2 ans, 3 ans, on affinera la formation précisément. Mais ce qui doit être clair pour vous, c'est pour chacun de vos collaborateurs, vers où vous devez les emmener. Vers quelles compétences vous devez développer pour chacun d'entre eux. C'est ça qui doit être clair pour vous. Je vais encore en prendre quelques-unes parce que du coup, je ne sais pas si j'arrive à toutes les prendre au fur et à mesure. Concernant une formation de Ronan Ferrard, concernant le prévisionnel, la notion de maintien de salaire correspond à quoi? Alors, le maintien de salaire, c'est le coût salarial donc, du collaborateur qui part en formation. Donc, c'est le salaire chargé, en fait. C'est-à-dire que pour vous, ça vous coûte de l'argent de l'envoyer en formation parce que vous continuez à le payer, évidemment, puisque pour un collaborateur, aller en formation, c'est sur le temps de travail effectif. Ça peut être sur du hors temps de travail, mais alors c'est vrai que ça on le pratique pas beaucoup. Donc c'est sur du temps de travail effectif. Donc vous le payez de la même manière que si il était sur son poste de travail. Donc pour vous ça a un coût, d'autant plus que tant qu'il est en formation, il n'est pas productif. Donc c'est ça le maintien de salaire.
Pour certaines formations, donc là, je vous renvoie auprès de Florent hein, qui va aussi vous accompagner à ce niveau-là, mais surtout au niveau de vos AGFOS, qui eux peuvent prendre en charge parfois du maintien de salaire. Vous remboursez une partie du salaire brut chargé. Il y a deux, trois petites questions qui sont plus sur les relais territoriaux, donc je vais pas forcément y répondre tout de suite pour vraiment. Je vous mettrai en fait là la foire aux questions avec les éléments de réponse quand on vous fournira en fait toutes les ressources pédagogiques de ce web séminaire. On a encore 1 ou 2 minutes. Je vais en poser peut-être deux, trois un peu plus stratégiques, on va dire dans le sens vraiment plan de formation au global. On en a une, Marie-Christine. Nous avons une salariée qui entretient les locaux. Elle ne parle pas français. C'est difficile pour elle d'apprendre à lire et à écrire. C'est un sérieux frein à la formation, pour ne pas dire une voie impossible. Est-ce que tu as un avis ou une solution? C'est très compliqué sur ce qu'on appelle le public prioritaire. Et donc cette personne fait partie du public prioritaire. Voilà, on va toucher les basses qualifications, on va toucher des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, qui ont quitté l'école très très tôt. En qualité d'employeur, votre obligation la question est très intéressante hein, parce que le législateur va aussi regarder, peut-être dans 6 ans, mais peut-être aussi dans le cadre de d'autres circonstances et notamment quand une entreprise, une structure est en difficulté financière et qu'elle est prête à déposer un plan social économique, le législateur, l'inspection du travail, la directe, va regarder si vous avez répondu à votre obligation d'employeur de maintien dans l'emploi. Et là, on est typiquement dans le maintien dans l'emploi. Et clairement, on va se demander, on va regarder si vous avez tout mis en œuvre pour que cette personne soit en capacité de retrouver un autre poste ailleurs. On va regarder si vous avez tout mis en œuvre pour qu'elle puisse retrouver un emploi assez facilement. Et donc là, oui, bien sûr qu'il va falloir que vous lui proposiez des formations. C'est délicat parce qu'en général, ce sont des gens. Ben oui, on n'est pas toujours censé savoir que les gens ne savent pas lire ou écrire en fonction du poste qu'ils occupent. En tout cas, il faut avoir une approche particulière avec eux. Il faut prévoir dans votre plan de formation des formations liées à l'illettrisme, liées à l'alphabétisation, etc. Ça, c'est vraiment indispensable. On rentre dans la catégorie 1, hein, pour le coup, et vous risquez d'être contrôlé à ce niveau. Merci. On va développer un peu, mais il faut surtout les... Oui. Pardon? non, pardon, c'est que je crois que tu avais fini, mais ça avait juste un tout petit peu coupé le micro. On va déborder un tout petit peu, mais j'ai sélectionné 3 questions très importantes. Est-ce que tu peux y répondre rapidement? Comment faire pour estimer efficacement les coûts de formation envisagés sans perdre trop de temps? On peut faire un calcul très arbitraire coût-jour en coût pédagogique. Je sais combien coûte de la formation. Il suffit de regarder sur les catalogues. Une formation bureautique, ça vous coûte 300 € au jour par personne si vous l'envoyez à l'extérieur. Si vous décidez de faire venir un organisme de formation, ça va vous coûter 400 € au jour chez vous. Et vous allez pour le coup former plusieurs personnes pour 400 €. Regardez sur Internet et vous allez très facilement trouver des tarifs. Hein, donc après, plus la formation est pointue technique et plus elle sera chère. Mais on est sur une estimation globale avec des coûts qui peuvent aller de 200 à 1200 € par personne. On a une question sur, merci. On a une question sur la GPEC. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, à savoir comment intégrer des éventuels projets de GPEC? Le plan de formation fait partie intégrante de la GPEC. Alors là, c'est vrai qu'on l'a sorti de la GPEC, mais c'est un des leviers de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Excuse-moi, Marie-Christine, c'est la GPEC territoriale. En effet, j'avais pas vu. La GPEC.
dans GPEC territorial. En fait, on va être exactement dans la même démarche, hein, c'est-à-dire comment notre plan de formation va couvrir les orientations territoriales. Hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire cette analyse et connaître les enjeux territoriaux. Une fois que je connais les enjeux territoriaux, eh bien, en effet, c'est là où je peux construire un projet de plan qui va rentrer dans cette GPEC. Il faut arrêter de construire un plan de formation uniquement basé sur les demandes et les envies de vos collaborateurs. Vous devez absolument construire un projet de plan qui va répondre en effet aux ambitions territoriales, hein, si j'ai envie de dire. Allez, une petite dernière pour pas trop être à la bourre sur le timing. La formation interne peut-elle être prise en compte dans le cadre d'obligations de formation? La formation interne répond aussi à votre obligation de formation. Il faut juste qu'elle ait exactement le même formalisme qu'une formation externe. C'est-à-dire, vous devez construire un programme, avoir des objectifs, définir l'encadrement pédagogique, vous devez avoir des feuilles d'émargement. Il faut que votre formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fasse au moins 3h50, sinon ce n'est pas de la formation. Donc vous devez avoir tout ce formalisme, le même formalisme qu'une formation externe. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas de convention de formation et puis il n'y aura pas de facture. Voilà. Mais en effet, la formation interne répond à l'obligation de former. Ok, on va s'arrêter là si vous le voulez bien. J'ai encore 2-3 questions que je me suis notées, hein, pas de souci, on y répondra. C'est juste pour pas trop dépasser et respecter notre engagement d'une heure. Merci à tous d'avoir suivi attentivement ce web séminaire. Vous étiez 28 au départ, vous êtes toujours 28, donc c'est qu'on a réussi à peu près, je pense, à vous tenir en haleine. C'est une thématique qui nous tient à cœur, hein, nous, les relais territoriaux. J'espère que Marie-Christine vous a apporté un éclairage suffisamment clair sur ce sujet-là. On débute, nous, dans ces expertises-là de RH, on va dire, dans les problématiques de tourisme. En tout cas, dans nous, notre appui et notre aide en tant que relais territoriaux. Donc, c'est vraiment une thématique qui nous tient à cœur et qu'on va travailler davantage avec mes collègues. Donc, je pense qu'on se reverra sur ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt. Merci Marie-Christine encore. On vous envoie d'ici quelques jours tout le contenu, toutes les ressources pédagogiques, ainsi qu'un petit questionnaire en ligne pour savoir ce que vous avez à nous dire sur ce web séminaire. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Marie-Christine. Merci, à très bientôt. Au revoir.